la chasse aux nègres. C'est une œuvre vraiment d'une violence insoutenable qui représente un homme noir au sol, quasi nu, désarmé, complètement vulnérable et qui est livré à un chien féroce d'une bestialité incroyable. Ses griffes sont profondément implantées dans sa chair, les crocs sont plantés dans les jugulaires sous la gorge de l'homme qui ouvre la bouche dans un cri de détresse qu'on imagine absolu, indépassable, avec ce regard tourné vers le ciel qui traduit toute sa détresse. C'est un combat inégal dont l'issue ne laisse aucun doute, c'est une mise à mort sans aucune ambiguïté possible. Une œuvre à première vue séduisante qui traduit pourtant toute la souffrance d'un homme. Il n'y a aucun indice pour situer cette scène, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un esclave fugitif, traqué comme un gibier, rien de plus, à qui on refuse la dignité d'être humain. C'est une œuvre vraiment engagée, militante, il n'y a aucun doute là-dessus, contre l'esclavage et contre ce déni de dignité humaine à l'égard des esclaves noirs. À l'origine de cette sculpture du XIXe siècle, le talent d'un artiste discret. Son nom, Félix Martin. Qui est cet homme? Pourquoi décide-t-il de réaliser La chasse aux nègres, une œuvre d'une violence extrême? Que signifie cette scène où un chien tue un esclave? Félix Martin veut, à travers son œuvre, dénoncer la folie meurtrière des hommes, mais il veut aussi s'attaquer à une autre réalité, les préjugés envers les sourds. À l'époque, la société rabaissait les sourds. Ils ne pouvaient pas faire ci ou ça. Parce qu'ils étaient différents, qu'ils n'entendaient pas, ils étaient discriminés. Et cette sculpture qui représente ce noir montre la discrimination à cause de la couleur de la peau. À l'époque, on disait que les noirs ressemblaient à des singes. C'était la conception de l'époque. Et les sourds, par leurs gestes, étaient aussi assimilés à des singes. Et il a voulu mettre en exergue cette comparaison très dure. Et cette sculpture signifie que noirs, sourds, nous sommes tous humains, tous égaux. Sur place, les conditions de travail sont inhumaines. Les esclaves sont dépourvus de toute existence civile. Le fouet, l'enchaînement, les mutilations, la peine de mort sèment la terreur parmi les esclaves. À la Bibliothèque nationale de France à Paris, de précieux documents d'époque témoignent de la cruauté infligée à ces hommes. Le refus de l'esclavage est consubstantiel à l'esclavage. Quand on est esclave, on n'a qu'une envie, c'est de ne plus l'être. Donc toutes les formes possibles de résistance existent. La résistance par le suicide, la résistance par le refus d'avoir des enfants, il y a des avortements, il y a des infanticides, etc. Bon. Puis alors, évidemment, il y a le marronnage, c'est-à-dire on s'enfuit, on quitte la plantation pour ne plus jamais revenir, enfin on espère. Certains esclaves réussissent même à s'organiser en communautés clandestines. C'est ce que l'on appelle le grand marronnage. Dans les grandes plantations, dans les grandes îles, la peur du marronnage est une véritable psychose collective. Et on surestime la plupart du temps leur nombre. C'est un fantasme collectif. On est persuadé que ces nègres marrons vont fondre sur les plantations, vont massacrer tout le monde. Face à cela, bien évidemment, on a recours à tous les moyens de répression possibles. Et pour aller dans les fourrés, pour aller dans les ravins, pour aller dans les mornes, les chiens, c'est l'idéal. Là, c'est des énormes molosses qui vont aller capturer les esclaves, les déchiqueter. Mieux vaut finalement le perdre par la mort que de le laisser fuir. Ces chiens sont véritablement dressés pour chasser les esclaves noirs. Dans son récit, Marcus Rainsford, un officier anglais, témoigne de ces pratiques. Quand ils commençaient à grandir, on leur montait de temps en temps, au-dessus de la cage, la figure d'un nègre tressé en bambou. Le mannequin était bourré à l'intérieur de sang et d'entrailles. Les chiens s'irritaient contre les barrières qui les maintenaient en captivité. Enfin, on leur jetait le mannequin, et tandis qu'ils le dévoraient avec une voracité extrême, cherchant à tirer les intestins, leur maître les encourageait avec des caresses. Quand on jugeait cette éducation complète, on les envoyait à la chasse.
Ces limiers retournaient ensuite aux chenilles, les mâchoires hideusement barbouillées de sang. 1931, c'est l'année de la grande exposition coloniale à Vincennes. La France possède désormais un immense empire. Son but, faire adhérer le peuple à la politique coloniale. Plus de 23 millions de billets y seront vendus. À travers les sables du désert, le rail avance vers le sud, vers ce Soudan qu'il doit ouvrir à une vie nouvelle. Au nom de la mission civilisatrice, le travail forcé est imposé à ces hommes considérés comme inférieurs et devant être éduqués par le travail. En France, il faut donc effacer tout ce qui pourrait faire polémique et la chasse aux nègres va en subir les conséquences. Au musée d'Évreux est conservée une lettre écrite par l'Institut colonial au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à propos de l'œuvre. Cette lettre du 8 février 1932 indique, je cite, « Quel que puisse être le mérite artistique de l'œuvre en question, et peut-être même pour cette raison, il nous paraît que le sujet qui l'a inspiré présente quelque chose de douloureux pour notre conscience nationale et de profondément blessant pour notre doctrine coloniale. » Donc quelques jours plus tard, le préfet de l'Eure reçoit un courrier du ministère qui lui demande soit de retirer l'œuvre des collections permanentes, soit de changer le titre de l'œuvre. Un mois après, la décision est prise. L'œuvre reste dans les salles, mais le cartel est enlevé et détruit. Un nouveau titre lui est donné, Noir, attaqué par un molosse. Changer de titre, c'est une violence faite à l'artiste, à notre mémoire également, et puis c'est une violence faite à l'art en général, puisque lorsqu'on appose à cette œuvre Noir, attaqué par un molosse, on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est un homme qui malheureusement se fait attaquer par un chien. C'est le rabaisser à n'être que figuratif et anecdotique. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Au bénéfice de la doctrine coloniale, l'œuvre de Félix Martin est totalement dénaturée. Cette statue, devenue banale, est même bientôt retirée du musée pour être placée à l'hôtel de ville d'Évreux.